Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler du projet du SCAF et du NGF. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, vous comprendrez les avantages, les inconvénients et les difficultés de ce programme. Allez, c'est parti. Après l'officialisation du programme SCAF en 2017, la première représentation officielle de ce que pourrait être son vecteur piloté, le NGF, a été dévoilée sur le stand de Dassault Aviation lors du salon Euronaval 2018. Même si la maquette de l'époque diffère grandement de la configuration dévoilée l'année suivante au Bourget, cette présence sur l'un des plus grands salons de l'armement naval rappelle que ce futur chasseur européen devra être conçu dès l'origine pour opérer depuis un porte-avions. Ce qui ne va pas sans son lot de contraintes et de défis. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui dit entre le SCAF et le NGF, c'est quoi la différence? Alors, l'erreur est assez commune en fait. Le SCAF, c'est le système de combat aérien futur, et il ne faut pas le confondre avec le NGF, le New Generation Fighter. Ce dernier, le NGF, n'étant que le composé avion piloté du programme SCAF, qui lui est plus global et qui doit aussi développer un cloud de combat, des capteurs et des moteurs de nouvelle génération, ou encore des drones consommables et des effecteurs déportés, regroupés sous la désignation de Remote Carrier. Donc, si le NGF doit être le futur avion de combat principal des armées de l'air françaises, allemandes et espagnoles, il doit aussi être opéré par la Marine nationale à bord de son ou de ses futurs porte-avions de nouvelle génération, le PANG. Un impératif qui, nous allons le voir, pèse énormément sur l'architecture fondamentale du NGF et qui va aussi peser sur les décisions et le financement, puisque les Espagnols et les Italiens ne voient pas d'intérêt à une version navale. Comme l'a confirmé le patron de Dassault Aviation, Éric Trappier, lors d'une rencontre avec l'association des journalistes de défense, la JD, qui s'est tenue à la fin de l'année 2023, dès les premiers coups de crayon du démonstrateur, le NGF, il faudra tenir compte de ces impératifs, à savoir l'utilisation à bord du PNG. On ne navalise pas un avion de combat, on conçoit dès le départ un avion capable d'équiper un porte-avions PNG. On fera pas pour le Rafale. Alors dès lors, effectivement, les règles du jeu sont posées. Le futur NGF devra être avant tout un avion naval, dont les dimensions et les performances, notamment les vitesses d'approche et la maniabilité à basse vitesse, seront adaptés aux contraintes d'utilisation du porte-avions. En effet, si l'histoire a démontré qu'il est au mieux extrêmement difficile, et le plus souvent voire impossible, d'adapter un avion terrestre à un usage naval sur de véritables porte-avions, comme le F-111 par exemple, l'inverse est loin d'être vrai. Certains avions, initialement conçus pour un usage embarqué, comme le F-4, l'A-4 ou le FA-18 Hornet, ou même le Rafale, ont connu un succès retentissant en tant qu'avion basé à terre. Reste que cette approche, dans le cadre d'une coopération internationale, semblait loin d'être évidente au lancement du programme SCAF. Au début des années 80, le besoin français de navaliser le futur avion de combat avec les contraintes induites en termes de compacité de l'avion et de coûts de développement a en effet été l'un des arguments qui ont mené à la scission des programmes français, le Rafale, et européens avec l'Eurofighter Typhoon. Alors qu'Airbus rappelle régulièrement leur mécontentement concernant le fait que Dassault Aviation a obtenu le statut de maître d'œuvre sur le projet NGF du programme SCAF, on aurait pu craindre que la navalisation du NGF, et ses surcoûts induits, ne soit un autre point d'achoppement d'un SCAF déjà largement critiqué de toutes parts. Mais comme l'a montré le Rafale, une conception navale a de nombreux effets positifs. En effet, cela permet de prévoir une cellule nettement plus robuste, disposant d'un potentiel plus important et donc d'une longévité opérationnelle accrue, notamment pour les versions terrestres qui n'ont pas à subir le stress des appontages et des catapultages. Un argument sans doute mis en avant par Dassault devant ses partenaires. Reste que le NGF ne pourra pas dépasser une certaine masse, 35 tonnes ou même une certaine envergure, maximum 15 mètres, sous peine de bien trop de contraintes pour un usage sur un porte-avions. Et ce, même si cela devrait limiter ses performances globales, notamment son autonomie et sa capacité d'emport. De même, les normes de sécurité de la Marine nationale semblent être l'une des raisons qui ont fait évoluer le design général de l'appareil
d'une aile delta sans dérive, présentée en 2018, vers une voilure en flèche flanquée de 2 très larges dérives inclinées, comme présenté au Bourget 2019. Alors évidemment, les compromis fonctionnent dans les deux sens. Lors du forum Innovation Défense, le FID, qui s'est tenu en novembre 2023, un officier de la DGA, qui présentait le NGF, a confirmé que l'objectif des concepteurs était d'avoir le moins de différences possible entre ces diverses variantes. Dès lors, on peut supposer, sans trop de risques, que le NGF naval, comme le Rafale M, avant lui, ne disposera pas de voilure repliable, limitant la densité d'emport en avion à bord du hangar ou des ascenseurs du PANG. Reste également à voir si le NGF pourra disposer d'une variante biplace. Sur les Rafales de l'armée de l'air, mais aussi sur les Super Hornet américains, les équipages doubles sont privilégiés pour les missions particulièrement complexes. Le NGF devra être un véritable chef d'orchestre, capable de mener au combat une diversité de drones et de munitions vagabondes. Il faudrait voir si cela imposera un deuxième pilote à bord, ou si les avancées en matière d'intelligence artificielle et d'interface humain-machine s'avéreront suffisantes pour traiter convenablement toutes ces informations. À l'heure actuelle, nous pouvons confirmer que 3 ou 4 configurations différentes sont actuellement à l'étude, avec probablement des différences notables sur la taille de la soute, la capacité d'emport en carburant ou même les performances dynamiques de l'appareil. Le choix entre l'une ou l'autre des configurations dépendra des fonctionnalités qui pourront être prises en charge par les remote carriers et éventuellement les drones qui seront intégrés au SCAF. Plus ces derniers pourront prendre en charge certaines tâches et missions, désignation de cibles, emport de bombes, protection aérienne, plus il sera possible d'optimiser le NGF pour des missions de haute performance ne pouvant être confiées à des drones. Toutefois, s'il est établi que les drones les plus légers pourront être directement mis en œuvre par le NGF, il est pour le moment prévu de déployer les plus importants à partir d'avions de transport comme l'A400M, voire depuis des terrains d'aviation. Dans un contexte naval, ces derniers pourront-ils être mis en œuvre depuis des lanceurs verticaux de frégates, ou même depuis des catapultes du porte-avions sans nécessité de profonde reconception. Pour peu que les partenaires allemands et espagnols, mais aussi l'armée de l'air française, refusent de prendre en charge le surcoût d'une telle polyvalence, la Marine nationale aura-t-elle aussi les moyens de financer seule ses propres effecteurs déportés navalisés? Ou devra-t-elle accepter que ces NGF ne soient pas aussi performants que ceux opérés à terre, faute d'un accès à tous les vecteurs du SCAF? Telles que les choses nous sont présentées aujourd'hui, et pour peu que le programme SCAF se maintienne tel que prévu, il semble donc que l'on se dirige vers un NGF plus spécialisé que le Rafale actuel. Si certaines des missions traditionnellement dévolues aux avions de combat embarqués seront en partie confiées aux drones, d'autres devront aussi trouver de nouveaux vecteurs. Ainsi, pour les opérations de ravitaillement en vol, la Marine nationale continuera-t-elle d'utiliser ses avions de combat, ou bien, à l'instar de l'US Navy, choisira-t-elle de confier ces tâches à des drones spécifiques, afin de ne pas trop entamer le potentiel de ces précieux avions d'armement? Ce sera peut-être l'occasion de voir des MQ-25 à bord du PNG aux côtés des E-2 AWACS déjà d'origine américaine, à moins que cette tâche n'incombe à un éventuel futur drone de conception française. Le développement d'un dérivé agrandi du Neuron a en effet été récemment intégré au standard F5 du Rafale, encore en cours de conception, afin de servir de base pour un futur drone de combat. Si ces drones de combat ne sont pas inclus de base dans le périmètre du SCAF, il est prévu dès l'origine que chaque utilisateur de ce système de système puisse y interfacer des vecteurs compatibles de conception nationale, notamment les drones de combat et autres UCAV de grande dimension. Ce neuron taille XL, s'il voit effectivement le jour, sera-t-il navalisé? Si tel était le cas, il pourrait accompagner le Rafale F5 pendant la phase de transition vers le NGF, puis continuer à épauler ce dernier dans des missions. On pourrait même imaginer que cet hypothétique futur accompagnant du NGF, ainsi que des futurs drones mal navalisés, puissent remplir seuls certaines des missions de combat les moins exigeantes. Pour peu que l'on remplace les PHA de la classe Mistral par de véritables porte-drones, à l'instar de ce qui est prévu en Chine, en Turquie, ou encore en Italie et au Portugal dans une moindre mesure, la Marine nationale pourrait dès lors bénéficier de certaines des briques opérationnelles du SCAF
en toutes circonstances, même lorsque son PNG et ses NGF embarqués ne seront pas disponibles. L'affaire est donc à suivre. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.